Something is rotten in the state of Belgium. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Belgique. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Belgique. Imaginez un instant, des millions de personnes qui ne reçoivent pas l'aide à laquelle elles ont droit. Pas parce qu'elles ne le veulent pas, non, mais parce que les systèmes qui sont censés les aider sont juste trop compliqués. C'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. On va plonger dans les dédales de la bureaucratie pour voir comment un droit qui existe sur papier peut complètement se perdre en chemin. Bon, pour commencer, on va prendre un cas concret, une nouvelle politique gouvernementale en Belgique sur le retour au travail. OK, je sais, ça sonne un peu technique, plate même, juste une autre mise à jour administrative. Mais pour vraiment saisir l'impact de ce genre de changement, il faut d'abord regarder un obstacle qu'on connaît pas mal tous, un qu'on croise chaque jour, souvent sans même s'en rendre compte. Et voilà, on fait face à ça. Avant même d'avoir la première ligne d'information, il faut se taper ce mur-là, 129 trackers. C'est pas juste gossant, là. C'est un exemple parfait de comment la complexité, qu'elle soit voulue ou non, peut décourager les gens d'exercer leurs droits. Ici, c'est le droit à l'info, à la vie privée. Puis cette frustration-là, c'est exactement le cœur de notre sujet. Parce qu'au final, on s'en fout un peu des cookies. Le vrai enjeu, c'est la complexité. C'est toutes ces barrières invisibles que les systèmes mettent en place et qui empêchent les gens d'avoir accès à leurs droits les plus de base. Et ce phénomène-là, cette complexité qui bloque, eh bien, ça porte un nom. Les chercheurs, ils appellent ça le non-recours au droit. Alors, un droit n'est pas un dû, c'est-à-dire comment ça se fait qu'un droit peut exister sur papier, mais ne jamais se matérialiser dans la vraie vie. C'est ce qu'on va décortiquer dans cette première partie. On va voir comment les systèmes, qui sont supposés aider, finissent par devenir l'obstacle numéro 1. Alors voilà la définition, le non-recours au droit. C'est exactement ça, la situation où une personne a droit à quelque chose, mais elle ne le reçoit pas. Prenons l'exemple d'une personne âgée qui aurait droit à une aide au logement, mais elle ne la reçoit jamais. Pourquoi? Le formulaire est trop compliqué. Ou pire, elle ne sait même pas que cette aide existe. C'est ça, le fameux fossé entre la promesse d'un droit et la réalité. Ce qui est intéressant, c'est que ce problème-là, il a comme 4 facettes. D'abord, la non-connaissance. La plus simple. On ne peut pas demander de l'aide si on ne sait pas qu'elle existe. Logique. Ensuite, la non-demande. Là, la personne sait que le droit existe, mais elle ne le demande pas. Peut-être par gêne, par peur du jugement. Troisième visage, la non-réception. Ça, c'est le cauchemar administratif classique. La demande est faite, mais elle se perd, elle est bloquée quelque part dans le système. Et finalement, la non-proposition, qui est plus subtile. On se retrouve face à un fonctionnaire qui oublie, tout simplement, de mentionner une aide à laquelle une personne aurait droit. Et cette citation, elle résume tout, non? C'est l'ignorance qui tue tout, parce que pour faire une démarche, il faut savoir où aller, quoi faire, à qui parler. C'est tellement ça. Sans cette information de base, la porte du système n'est pas juste fermée, elle est barrée à double tour. C'est la barrière numéro 1. Pas d'infos, pas de première étape. Bon, maintenant qu'on a la théorie, retournons à notre exemple du début, les labyrinthes de l'administration. On va voir comment ça s'applique concrètement avec cette politique de retour au travail. C'est là que le fameux labyrinthe devient bien réel. Regardez bien ce tableau. Chaque ligne, c'est un nouveau petit règlement qui change. Moins de jours permis sans billet du médecin. Si une personne retombe malade après un retour, il faut attendre 8 semaines au lieu de 14 jours avant que le salaire soit garanti à nouveau. Quelqu'un essaie de reprendre le travail à temps partiel, oups, pénalité financière possible. Et la procédure qui peut mener à une perte d'emploi, elle est maintenant plus rapide. Ce ne sont pas juste des règles, ce sont des obstacles qui s'empilent un par-dessus l'autre. Et c'est ça le cœur du problème. Chaque nouvelle règle, c'est un détour de plus dans le labyrinthe. Pour une personne qui est déjà malade, déjà vulnérable, c'est énorme. Le système, au lieu d'offrir une sortie, il fait juste rajouter des murs, des cul-de-sac. Et devinez quoi? Avec le numérique, ce labyrinthe-là, il devient encore plus tordu. Et on arrive à notre troisième point, la spirale numérique. On va voir comment la digitalisation, qui nous a été vendue comme la solution miracle pour tout simplifier, peut en fait devenir une machine à exclure les plus vulnérables et finalement empirer le problème du non-recours. 60 %, c'est énorme. 60 % des gens qui reçoivent le revenu d'intégration à Bruxelles voient leur statut changer en moins de 2 ans. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une instabilité de fou. Il faut constamment aller en ligne, mettre à jour ses infos, naviguer sur 5 portails différents, essayer de comprendre les nouvelles règles. Pour une personne qui n'est pas super à l'aise avec un ordinateur, c'est un vrai cauchemar. Puis la conséquence de ça, elle est là. De ce groupe déjà fragile, il y en a 15 % qui finissent par devenir
inconnus de la sécurité sociale. C'est fou, hein? Ils disparaissent. Pouf! Des fantômes numériques. Ils tombent carrément entre les craques du système. Devenir invisible pour la Sécu, c'est pas mal la pire forme de non-recours au droit qui existe. C'est ce qu'on appelle le paradoxe numérique. La promesse, c'était l'efficacité, l'automatisation. La réalité, des systèmes compliqués, rigides, où on ne peut parler à personne. La promesse, c'était un accès simple pour tout le monde. La réalité, imaginons une personne qui n'a pas un accès Internet stable à la maison ou qui a de la misère à lire sur un écran. La promesse, c'était la clarté grâce aux données. Mais la réalité, c'est qu'une petite erreur dans un dossier peut déclencher un refus automatique, froid, sans aucune explication. Et cet exemple-là, il vient du terrain d'un travailleur social. La mutualité qui dit « Ah non, désolé, on prend plus de papier, tout est électronique maintenant, c'est ça qui est légal. » Résultat, ça a pris 4 mois pour débloquer le dossier. 4 mois. Pendant tout ce temps-là, une personne est privée de ses droits, complètement prise en otage par un système qui a juste oublié qu'un plan B, des fois, c'est nécessaire. Et ça nous amène à notre dernier point. Derrière les écrans, l'humain. Parce qu'au-delà de toute cette complexité, des formulaires, des portails web, il y a des gens, des vraies personnes. Et ça a un coût, tout ça. Cette citation-là, elle est ouf. Parce que je suis vraiment à la limite et que je fais la démarche de ne plus rien demander. Je ne peux plus l'entendre ce nom. C'est tellement puissant. On n'est plus dans la non-connaissance ici. On est dans l'épuisement total. La personne n'a juste plus la force de se battre. Le système gagne par chaos technique, par abandon. La personne choisit de renoncer à ses droits juste pour avoir la paix. Et ce graphique, il met des chiffres là-dessus. Ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des gens sont dans une situation instable. Leur statut n'arrête pas de changer. Mais c'est surtout la dernière barre qui frappe. Les 15 % qui deviennent inconnus, qui disparaissent des radars. Ça, c'est la preuve d'un système qui échoue à protéger ceux qui en ont le plus besoin. C'est ça, le grand paradoxe. On a un système qui est pensé pour être efficace, pour l'administration, mais le résultat pour les citoyens, c'est le découragement, l'invisibilité, l'exclusion. En optimisant pour la machine, on a déshumanisé le processus pour la personne. Et ça nous amène à une question de fond. Quand la simplification pour le système devient une complication pour les citoyens, qui est-ce qu'on sert, au juste? C'est la question qu'il faut se poser. Parce qu'un système juste, c'est pas juste un système qui est efficace sur papier. C'est un système qui est avant tout et surtout accessible. Pour tout le monde. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous. Bonjour et bienvenue. En ce moment, en Belgique, il se passe quelque chose d'assez particulier. C'est comme une guerre silencieuse qui se joue autour de notre filet de sécurité sociale. Pensez-y, d'un côté, on étend le fameux statut BIM pour protéger des dizaines de milliers de personnes, puis de l'autre, une nouvelle réforme menace de mettre le double de gens à la porte. C'est ça, le grand paradoxe belge. Et aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Et voilà, on est en plein dedans. C'est vraiment le cœur du problème. On a 2 réformes, mais 2 visions complètement opposées du futur. D'un côté, en 2024, on se dit « Ok, on va automatiser l'accès aux soins pour 60 000 personnes vulnérables. Super, c'est une avancée majeure, on s'entend. » Mais en même temps, pour 2026, on planifie d'exclure 120 000 chômeurs de leurs allocations. C'est une vraie collision, un choc qui nous force à nous demander, au fond, ça veut dire quoi? Protéger quelqu'un. Alors, pour bien saisir l'ampleur du choc qui s'en vient, je pense qu'il faut revenir à la base. C'est quoi exactement ce statut BIM? Et qui, concrètement, est-ce que ça protège? Bon, le statut BIM, ça veut dire bénéficiaire de l'intervention majorée. En gros, ça veut dire que les soins de santé sont mieux remboursés. Et là, attention, ce n'est vraiment pas une petite mesure pour quelques personnes. On parle de 2,4 millions de Belges. C'est plus d'une personne sur 5. Ce n'est pas juste un chiffre sur un tableau, là. C'est carrément le visage de la précarité en Belgique aujourd'hui. Et si ce chiffre a autant augmenté, ce n'est pas par hasard. C'est le résultat direct d'une politique qui a été mise en place en 2024. L'automatisation. Le but, c'était vraiment de s'attaquer à ce qu'on appelle le non-recours. Vous savez, ce fléau, ce cauchemar administratif où des gens ont droit à de l'aide mais ne la reçoivent jamais. Soit parce qu'ils sont perdus dans la paperasse, soit parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Maintenant, si on regarde de plus près, qui sont ces bénéficiaires? Eh bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On voit tout de suite que la vulnérabilité a un profil très clair. Les femmes et les enfants sont surreprésentés et de loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la précarité, bien souvent, elle a le visage d'une mère seule avec ses enfants. Et pour ces familles-là, ce statut, ce n'est pas un luxe, c'est absolument vital. Et là, accrochez-vous. 45 %. C'est le chiffre qui honnêtement hante tous ces débats. Pensez-y. Même avec l'automatisation, on estime que presque la moitié des adultes qui auraient droit ne reçoivent pas la protection BIM. La moitié! Pour ceux qui défendent le système, ce chiffre il veut dire une seule chose. Le vrai scandale, ce ne sont pas les quelques cas de fraude qu'on nous montre.
Le vrai scandale, ce sont les centaines de milliers de personnes qui sont tout simplement laissées pour compte par un système qui est beaucoup trop compliqué. OK. Mais alors qu'on essaye de colmater les brèches du système, il y a une véritable onde de choc politique qui arrive. On est début 2025, une nouvelle coalition gouvernementale arrive au pouvoir. On la surnomme Arizona, à cause des couleurs des partis qui la composent. Et leur programme, lui, va complètement à contre-courant de toute cette logique de protection qu'on vient de voir. Et leur stratégie, elle est très claire. C'est une offensive sur 3 fronts, vraiment. Premièrement, on serre la vis sur le budget de la santé. Deuxièmement, on attaque directement le statut BIM avec des propositions pour en limiter l'accès. Et troisièmement, c'est peut-être le plus insidieux, on limite les allocations de chômage. Et ça, c'est un effet domino terrible parce que ça ferme automatiquement la porte du BIM à des milliers et des milliers de personnes. Et bien sûr, pour faire passer tout ça, il faut un discours, une narrative, et elle se met en place. Écoutez par exemple Daniel Backlund du MR. Il dit que le filtre n'est plus assez précis. Ce qu'il suggère, entre les lignes, c'est qu'on ne devrait plus seulement regarder les revenus, mais aussi le patrimoine, les maisons, les économies, tout ça. Puis, c'est au tour d'un autre partenaire de la coalition, les engagés, d'en rajouter une couche. Jean-François Gauthier, lui, il nous sort l'image des grosses voitures luxueuses devant les cabinets de médecins. L'objectif, c'est de justifier un tri parmi les bénéficiaires. Tranquillement, on installe dans l'opinion publique l'idée qu'il y a de l'abus partout et que donc les réformes sont nécessaires. Et là, on arrive à la déclaration la plus, disons, percutante. Celle d'Alexia Bertrand. Elle y va fort. Une Porsche et 3 baraques au Maroc ou à Knock, et on aurait quand même droit au statut BIM. Elle dit que cette automaticité la choque. En faisant ça, elle attaque de front la réforme de 2024. Le message est clair. L'automatisation, c'est une porte ouverte à la fraude et il faut absolument la refermer. Bon, assez parlé des discours politiques. Revenons sur le terrain. Parce que cette collision d'idées, elle a des conséquences bien réelles sur la vie des gens. Voyons ça. Et les conséquences, elles ne se sont pas fait attendre. Le gouvernement avait estimé qu'environ 33 % des chômeurs exclus se tourneraient vers les services sociaux, les CPA. Mais la réalité du terrain, par exemple à Charleroi, ce n'est pas 33 %, c'est 56 %. C'est énorme. Les services sociaux, qui sont la dernière ligne de défense contre la pauvreté, sont tout simplement débordés, au bord de l'asphyxie. La conséquence la plus directe de toute cette pression, c'est quoi? C'est le renoncement aux soins. En 2025, 41 % des Belges francophones ont dû reporter ou même annuler des soins parce qu'ils n'avaient pas les moyens. 41 %. Et ça, c'est alors que le statut BIM existe toujours. C'est la preuve, s'il en fallait une, que le filet de sécurité est en train de se déchirer. Et si on regarde les plus vulnérables, c'est encore pire. Pour les familles monoparentales, on ne parle plus de 41 %, mais de 60 %. 60 %. Ça veut dire que 6 mères seules sur 10 doivent faire un choix impossible, payer les factures ou se faire soigner, payer les factures ou soigner leurs enfants. C'est une situation intenable. Et le comble du paradoxe, c'est que pendant ce temps-là, le gouvernement prévoit aussi d'augmenter les frais de santé pour tout le monde, la part que les patients doivent payer de leur poche. Alors, résumons, on restreint l'accès au statut d'un côté et de l'autre, on augmente les coûts pour ceux qui arrivent encore à y accéder. C'est vraiment un système qui est en guerre contre lui-même. Donc, on le voit bien, on est loin d'un simple ajustement budgétaire. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une véritable bataille idéologique qui se joue, avec en son cœur une question fondamentale. Quel avenir veut-on pour l'État social en Belgique? Et cette bataille, elle a aussi une dimension juridique cruciale. Il y a un concept dans la Constitution belge qu'on appelle l'effet de stand-still. En gros, ça veut dire pas de retour en arrière. C'est un principe qui interdit au gouvernement de réduire de manière importante les droits sociaux qui ont déjà été acquis. Et cet effet de stand-still, ça pourrait bien devenir le principal rempart légal contre ces réformes. Et là, on a vraiment le résumé parfait de la bataille idéologique. D'un côté, l'argument politique, on prend l'écart entre le nombre de gens qui ont le statut BIM et le taux de pauvreté et on crie à l'abus, à la fraude. De l'autre côté, on a l'argument des experts, des mutualités. Eux, ils disent « Attendez, cet écart, il montre justement que le système fonctionne en prévention. Et surtout, il est bien moins grave que le vrai problème qui est massif et documenté, celui des gens pauvres qui ont droit à l'aide et qui ne la reçoivent pas. » Cette ligne du temps, elle est fascinante parce qu'elle montre un vrai changement de philosophie. Dans les années 60, la protection sociale, c'était un droit lié à un statut. Tu étais veuf, tu étais pensionné, point. En 2007, on est passé à une logique basée sur les revenus. Mais aujourd'hui, avec ce que propose la coalition Arizona, on est en train de glisser vers un système basé sur le contrôle, sur la suspicion. Un système où il faut constamment prouver qu'on est assez pauvre, qu'on mérite d'être aidé.
Finalement, tout ça nous amène à une question fondamentale, parce que cette crise du statut BIM, ce n'est pas juste une histoire de chiffres ou de budget, c'est un véritable choix de société. Est-ce que la protection sociale est un droit, quelque chose d'acquis pour tous, ou est-ce que c'est devenu une faveur qu'on accorde seulement à ceux qu'on juge méritants? La réponse qui sera donnée à cette question va littéralement façonner le visage de la Belgique pour des années, voire des décennies à venir.